Keke Town. Selon toi, quels sont les joueurs qui ont gagné des points et ceux qui ont perdu sur les 2 matchs des Bleus? Perdu des points, t'as Konaté et l'Anglais. Je pense que c'est très très compliqué pour eux. J'imagine que Kolo-Muani et Thuram en ont pas marqué beaucoup non plus. Ceux qui ont marqué des points, incontestablement, t'as Malo Gusto, Badé, et évidemment Cherki. Peut-être un petit peu Koné aussi. C'est à peu près tout et c'est déjà pas mal pour 2 matchs du mois de juin. Le boulimique. Si Djokovic gagne Wimbledon, ne vaut-il pas qu'il se retire à ce moment et partir en pleine gloire? Je ne le vois plus gagner face à Alcaraz et Sinner dans les 3 autres grands chelems. Je le vois pas gagner non plus à Wimbledon, hein. Même s'il a fait une demi-finale extraordinaire contre Sinner, qu'il a quand même malgré tout perdu en 3-7. Avant, faut aussi reconnaître que son tableau était pas bien compliqué, hein, quand tu te retrouves avec Cameron Norrie comme adversaire en 8e de finale. Bon, t'as eu Zverev, mais bon, Zverev, comme d'habitude, a été désespérant de ne pas avoir de plan B et désespérant de bêtises et de manque de prise de risque dans son jeu. Donc voilà, Djokovic a su en profiter. Mais bon, je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, Sinner, c'est trop fort pour lui sur toutes les surfaces. Alcaraz, c'est trop fort pour lui sur gazon. Maintenant, il peut très très bien, encore une fois, selon le tirage, aller en demi ou en finale à Wimbledon. Mais effectivement, et je pense qu'il commence à le sentir lui aussi, et quand même, et c'est logique, il a 38 ans, on arrive quand même sur la fin. François Bréhin. Même si le PSG a une équipe complète et devrait changer relativement peu de choses, quel poste semblerait prioritaire de renforcer pour l'année prochaine? C'est-à-dire qu'il va quand même falloir être costaud pour prétendre à une place de titulaire dans le PSG actuel. Tu peux effectivement, et encore, tu vois, j'allais dire Marquinhos, mais en quoi Marquinhos mérite-t-il d'être mis en concurrence? On sait que Luis Enrique ne veut pas de joueurs de 28 ans, hein. C'est que vraiment, au-delà de 24, il faut vraiment que ce soit un crack. Maintenant, je pense que le PSG doit surtout renforcer ses doublures. Je pense qu'il faut une doublure à Hakimi, il faut une doublure à Nuno Mendes, même si Lucas Hernandez est toujours là. Mais enfin, Lucas Hernandez, il est quand même plus rassurant en doublure dans l'axe que sur un côté. Et puis peut-être un milieu de plus pour la rotation, et peut-être aussi un attaquant de plus, mais là aussi dans la rotation, ou en remplacement de Gonzalo Ramos, qui peut-être aspire à avoir un temps de jeu plus conséquent dans un autre club. Mais franchement, des titulaires, je suis pas certain que le PSG en ait besoin. Yvous, on reproche tout et son contraire à Deschamps. Il a au moins essayé d'être plus offensif et plus créatif contre l'Espagne. Certes, l'animation et la solidité défensive n'y étaient pas, mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Ils ont le droit de mieux faire, non. Mais tout à fait, je suis d'accord. Je suis pas forcément le mec le plus tendre avec Didier Deschamps, mais là, je veux dire, compte tenu des absences en défense, faut quand même se souvenir que 3 titulaires sur 4 étaient forfaits pour ce rassemblement, Koundé, Upamecano et Saliba. C'était très difficile, qu'on savait qu'on aurait une défense expérimentale. On a eu d'ailleurs 2 défenses totalement expérimentales, avec le retour de l'Anglais qui n'avait pas joué depuis 4 ans en sélection dans le premier match, la première sélection de Malo Gusto comme titulaire contre l'Allemagne, la première sélection de Badé. Donc voilà, on savait qu'on aurait une équipe très expérimentale sur le plan défensif. Alors c'est vrai que c'était peut-être pas forcément le moment pour choisir de jouer avec 2 milieux, pour peut-être qu'un 3e milieu aurait plus protégé la défense. Maintenant, c'est certainement pas moi qui reprocherais à Deschamps de jouer avec 4 joueurs à vocation offensive, puisque moi c'est ça le football que j'aime.
Maintenant, c'est vrai que l'équipe de France s'est créé beaucoup d'occasions contre l'Espagne, qu'elle a bien contré l'Allemagne en deuxième mi-temps. Je pense pas que les critiques absolument délirantes que j'ai pu lire sur Deschamps, sur ces 2 matchs de l'équipe de France soient justifiées. Noël Flantier. Roland Garros est le dernier tournoi du Grand Chelem à garder ses juges de ligne. Le président de la FFT a confirmé qu'il ne souhaitait pas utiliser le Hawkeye malgré la volonté de plusieurs joueurs et joueuses du circuit. Quelle est ta position sur le sujet? Il y a tellement de choses où Wimbledon garde sa tradition, le jeu en blanc, le Sunday Close, ça n'existe plus, mais voilà. Peut-être que la tradition de Roland Garros, ça va être de garder ses juges de ligne. Maintenant, il faut voir à quel point l'ATP ne va pas imposer de l'uniformisation de l'arbitrage électronique sur tous les tournois. Dans quel cas, la FFT, je pense, ne pourra pas faire contre. J'ai pas beaucoup d'opinion, même si c'est quand même très curieux de voir que lorsque le Hawkeye est utilisé sur ce tournoi à titre consultatif par les télés, on est quand même très curieux de savoir si la balle était effectivement bonne ou faute, et qu'il y a d'ailleurs une balle faute qui n'a pas été comptée contre Alcaraz en demi-finale contre Musetti, et une balle que Sinner a joué et qui donc il n'y a plus de débat, mais bon, un service d'Alcaraz en finale que Sinner a clairement jugé faute. Il a d'ailleurs été se plaindre autour de l'arbitre. C'est pour ça que l'arbitrage électronique, il est incontestable. Au moins, l'électronique est incontestable dans ce sport. Artman07 me dit, était ticket à Chelsea. Est-ce que vous approuvez ou est-ce qu'on peut être inquiet vu la forte concurrence qu'il rencontre, les mêmes problèmes avec peu de temps de jeu que Nkunku a pu rencontrer? C'est curieux et tiqué, je m'éclate à Reims, je vais à Paris, j'existe pas. Je pars à Francfort, je m'éclate. Et bon, Francfort, on le sait, c'est un club passerelle, hein. Ils achètent des joueurs, ils les bonifient et ils les vendent très cher. Ça a été le cas de Kolo Muani, c'est le cas des Tiquet. Chelsea a l'air sûr de lui. Moi, je suis pas certain que ce soit la morphologie du joueur idéal pour l'équipe de Chelsea à l'heure actuelle. Voilà, effectivement, il y a la jurisprudence Nkunku qui plaide pas en sa faveur. Puis voilà, maintenant, il faut voir clairement, mais c'était il y a 2 ans, clairement la marche PSG était trop haute pour être étiquée. Il faut voir si la marche Chelsea, cette fois-ci, sera à son niveau. J'avoue que j'ai pas vraiment d'avis. François Bréhin, Hassan et Matic ont été copés de 4 matchs, dont 2 fermes, pour avoir masqué avec un scotch le drapeau arc-en-ciel pour la journée contre l'homophobie. Que penses-tu de cette sanction? C'est une sanction. Qui sanctionne, c'est le but d'une sanction en même temps, des joueurs qui n'ont pas été dans l'esprit de la charte de la Ligue. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est que Mohamed n'ait pas été sanctionné, ou alors le club de Nantes a pu faire valoir qu'il était effectivement blessé. Quand tu acceptes de jouer dans un championnat, tu acceptes l'organisation de son championnat, tu acceptes les décisions générales que prend la Ligue. Voilà, si la Ligue décide de lutter contre l'homophobie, le cancer, la famine, ou de soutenir, Israël ou la Palestine, tu dois t'y plier. C'est comme ça. C'est un point de règlement. Kéké d'Étain me dit, ta vidéo des notes de PSG Inter s'est directement placée dans le top 10 de tes vidéos les plus vues. Est-ce pour toi dû à l'effet Paris champion ou à l'appétence qu'ont les gens pour le classement et les notes des joueurs? Je savais même pas que c'était dans le top 10 de mes vidéos. Je pense que le top 1, ça doit être effectivement les notes de la finale de la Coupe du Monde. Ce qui prouve donc que c'est pas forcément la victoire qui fait ça. Je pense que c'est l'importance du match. En tout cas, encore une fois, merci parce que j'ai fait 3 vidéos sur cette finale, l'analyse, les notes, et j'ai fait un débrief le lendemain. Ces trois vidéos ont quasiment atteint les 250 000 vues. Il y a une appétence claire effectivement pour les notes. Les gens aiment ça. Les gens aiment en débattre, les gens aiment dire tu dis n'importe quoi, tu connais rien, t'es qu'un connard, ou effectivement je suis d'accord. Voilà, c'est quelque chose qui fait parler les bavards,
Et c'est effectivement quelque chose que je vais pas généraliser, parce qu'il n'est pas question que je fasse des notes sur des matchs de Ligue 1, par exemple, parce que les matchs de Ligue 1, ben, il y en a 4 ou 5 le dimanche. S'il y a PSG-OM et que je fais des notes, ça va faire une vidéo d'une longueur inouïe. Mais effectivement, sur les matchs des Bleus, les matchs du PSG en Ligue des Champions, ou les matchs des autres clubs français en Ligue des Champions, il est tout à fait possible que je fasse des notes. Oui. François Bréhin, quel bilan fais-tu des 2 premiers matchs de Ryan Cherki avec l'équipe de France A? Un bilan très intéressant et surtout très instructif. Bon, il est rentré, il a fait une rentrée formidable contre l'Espagne, ça je pense que c'est incontestable. Il a mis un but sublime, une avant-dernière passe magnifique à Malo Gusto, un centre décisif à Kolo Muani. Maintenant, je suis pas certain que l'implication de l'équipe d'Espagne à ce moment-là, qui menait 5-1, faut-il le rappeler, était énorme. Mais bon, toujours est-il que lui a su saisir sa chance, ce que d'autres n'ont pas su faire à ce moment-là. Il a été beaucoup plus en difficulté contre l'Allemagne, notamment parce qu'il a raté beaucoup de passes, fait pas mal de mauvais choix, notamment cette contre-attaque où il fait un tir moisi alors qu'il y avait beaucoup d'autres options. Mais bizarrement, j'ai bien aimé sa position, j'ai bien aimé sa manière de faire respirer la balle, et je pense qu'effectivement, de toute façon, en même temps, il y a quasiment que lui qui peut être cette solution de meneur de jeu, parce que, bon, Olise, même si c'est un super passeur, reste quand même un joueur qui est appelé par le côté, notamment le côté droit, et Doué, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu, et à force de pouvoir jouer un petit peu partout, je suis pas encore convaincu qu'on puisse le fixer à ce poste de milieu offensif, même s'il est évident que la concurrence entre ces 2 joueurs sera probablement un des débats qui va nous animer pour les prochaines semaines. Kéké des Towns, que penses-tu de la polémique sur l'absence de match féminin en night session à Roland-Garros et les propos de Mouratoglou sur le niveau actuel du tennis féminin? Personnellement, je trouve que le tennis est probablement le sport où les femmes sont le plus médiatisées et starifiées. Oui, tout à fait. Ouais, je pense effectivement que le tennis féminin, pour un sport féminin, est certainement le sport le mieux traité. À la télé, il y a tous les tournois WTA sur beIN. On voit beaucoup de matchs féminins pendant Roland-Garros, pendant Wimbledon, pendant les grands chelems. Donc oui, je pense que les plaintes des filles... Alors effectivement, il n'y a pas eu un match féminin en night session, mais pourquoi? Mais parce que tu mets un match à 20h15, si le match il est plié en 1h10, les spectateurs ils vont l'avoir mauvaise d'avoir payé leur ticket. Et le risque d'un match féminin, c'est toujours qu'il soit effectivement plié très rapidement. Alors effectivement, t'aurais pu mettre Swiatek, Sabalenka en night session, mais je sais même pas s'il y avait une night session à ce moment-là. Et puis c'est quand même pas très grave je veux dire, elles vont pas bouder parce qu'elles sont pas en night session. Je pense que c'est un combat sans intérêt.